Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, le film Le mal n'existe pas du cinéaste japonais Ryosuke Hamaguchi. Dans cette fable écologiste, vous allez voir comment tout va basculer pour les habitants du village de Mizubiki, près de Tokyo, lorsqu'un projet de construction d'un camping de luxe va voir le jour dans le parc naturel voisin. Ce soir, focus sur le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, un réalisateur de talent qui nous touche avec ses films qui ont pour thème la famille ou encore la société. Enfin, à travers le deuxième volet de la série documentaire Stand By Blue Freedom qui s'intitule Namele, vous allez plonger au cœur des rébellions et des tensions qui ont surgi à Port Vila à l'approche de la déclaration de l'indépendance le 30 juillet 1980. Que de belles choses à venir dans votre émission et ça commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite pour vous que l'on découvre dans votre chronique à l'affiche. Ce soir, focus sur le film Le mal n'existe pas, une sélection cinéma d'ici et d'ailleurs. On y suit Takumi et sa fille Anna, âgée de 8 ans. Tous deux vivent dans une maison au cœur de la forêt à 200 km de Tokyo. Ils vivent en harmonie avec la nature, une harmonie qui va très vite être bouleversée. On regarde la bande-annonce. じゃああれは？松。あれはカラマツ。鹿の食べた後。水はどう？そうですね。最近茹でるのにも使ってるからペースが速くて。じゃあ今から汲んでくるよ。だるまさんが転んだ。今までキャンプって言ったら敷居が高かったわけですけど、グランピングだったら都会から気軽に来れます。地下水は下の地域の湧き水になるし。この辺りのことは何でも教えてくれる。あ、ちゃんと頼めば力にもなってくれるし。私たちの会社がこの土地のことを何も知らないんだなっていうことが身に染みて分かって。グランピング場の予定地、あそこは鹿の通り道なんだ。都会の人が野生の動物と近くで触れ合えることってないし。銃声。Un film en version originale sous-titré en français qui glorifie la nature. Enfin, le film Goodbye Monster. En voulant protéger son île située dans le monde de Kunlun d'un mal qui le ronge, appelé l'esprit obscur, le grand guérisseur Baizé ne va faire qu'empirer les choses. Il sera banni par ses maîtres et se voit interdit de pratiquer la médecine. Mais 7 ans plus tard, convaincu d'avoir trouvé la formule magique qui pourra venir à bout de cette maladie, il décide de revenir sur son île et de se racheter. On regarde la bande-annonce. Kunlun, la contrée aux 1000 îles, se cache là où la mer rencontre les montagnes. J'ai gagné, regarde! 1, 2, 3, 4, 5! Je vous ai fait des gâteaux de lune fourrés au verre de terre. Oh. Alors, c'est qui le meilleur médecin de l'île, les gars? Baizé! 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 Tu es bon pour la prison, t'es cuit, Baizé! Il existe une maladie millénaire qui demeure à ce jour incurable, l'esprit obscur. Quand ils n'ont plus d'espoir, les malades se transforment en statues de pierre. Baizé, ton arrogance a porté préjudice à l'ensemble de l'île. Tu n'as désormais plus le droit d'exercer la médecine. Je dois triompher de l'esprit obscur. N'oublie jamais, un bon guérisseur utilise la médecine ainsi que son cœur pour soigner. Ils
suffit d'ouvrir son cœur pour que l'espoir renaisse. Faisons réaliser un portrait pour immortaliser votre beauté. Souriez. Pas filtre. C'est mieux. Un film familial à ne pas rater et en prime, vous en apprendrez un peu plus sur les créatures mythologiques chinoises. Ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. À noter qu'à partir de cette semaine, le Ciné City sera ouvert tous les samedis de 9h45 à 18h30. Ce soir, c'est une spéciale film asiatique. Après le Japon et la Chine, place à la Corée du Sud, puisque j'ai décidé de vous parler du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, qui pour moi est un cinéaste de talent et qui représente parfaitement le cinéma d'auteur. Allez, on en parle tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Il faut savoir que c'est au primaire que Bong Joon-ho s'est décidé de devenir réalisateur et il a bien fait. Il a à son actif 7 longs métrages et il est devenu l'un des cinéastes les plus importants de son époque. Dans tous ses films, il ne cesse d'explorer les particularismes de son pays, la Corée du Sud. Par exemple, dans son film Mother, il critique la société sud-coréenne, une société violente et corrompue, où l'écart entre les grandes villes et la campagne est de plus en plus importante. Avec The Host, il rappelle l'importance de l'action humaine sur l'écosystème et le monde qui l'entoure. J'ai adoré son film Okja, une exclusivité Netflix qui m'a fait pas mal pleurer d'ailleurs. Alors pour la petite histoire, en fait on suit, c'est une entreprise qui place des animaux génétiquement modifiés aux 4 coins du monde dans des fermes. Et donc là, la petite Mija, elle va se lier d'amitié avec l'un de ces animaux et va tout faire pour le sauver. Alors dans ce film, le réalisateur pointe du doigt la société de consommation et notamment l'élevage intensif. La fracture sociale est quant à elle au cœur de son film Parasite, dont vous avez dû en entendre parler. On en parlera d'ailleurs ensemble un peu plus tard dans l'émission, donc, parce que c'est mon préféré après Okja. Et c'est surtout ce film qui a rencontré un méga succès à l'international. Alors Bong Joon-ho a toujours été à l'avant-garde. Memories of Murder, donc pour moi c'est son premier chef-d'œuvre. Alors c'est bien plus qu'un film policier, je dirais, puisque dedans il dépeint une société sud-coréenne dépassée par ses démons. C'est ce film d'ailleurs qui va le faire connaître donc du grand public. Donc après des productions, je dirais, hollywoodiennes avec Snowpiercer ou encore Okja, eh bien, il décide de revenir chez lui en Corée du Sud et de là va sortir le film Parasite. C'est l'un des plus gros succès d'une Palme d'Or étrangère au box-office français depuis Fahrenheit 9/11 de Michael Monroe. Après, ça se comprend, c'est une vraie pépite. Alors, je vous propose que l'on regarde un extrait. Putain, la voisine a mis un mot de passe à son réseau. On n'a plus de Wi-Fi maintenant. Ah, ça y est. Rendons grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies. Ça m'a vraiment fait plaisir de les voir, tes parents en tout cas. Ils ont l'air en forme. Oui, mais sans boulot. Tu vois cette fille? Tu vas devenir son nouveau prof d'anglais. Mais j'ai 0 diplôme. Je comprends pas pourquoi t'as loupé le concours d'entrée aux Beaux-Arts. Oh, ferme-la. S'il y avait un Oxford des faussaires, ta sœur serait major de promo. Tu sais, papa, je vois pas ce diplôme comme une contrefaçon. Il y a une opportunité à saisir. Alors dans ce film, on suit la famille Kim. Ils sont pauvres, ils vivent dans un sous-sol délabré. Et de l'autre côté, nous avons les Park. Donc eux, ils sont riches et vivent dans le luxe et dans les hauteurs donc, de Séoul. À tour de rôle, la famille Kim va s'infiltrer dans le foyer des Park, ce qui va donner lieu à une satire sociale et humoristique qui va très vite se transformer en thriller avec une intrigue pleine de mystères et de rebondissements. C'est vraiment excellent. Cette lutte des classes, cette cohabitation entre riches et pauvres, finalement, qu'il y aborde, eh bien, c'est un problème donc, universel. Et justement, c'est ce qu'il a voulu montrer, à savoir que l'on est obligé de coexister, même si cela engendre des difficultés, qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est un combat, en fait, à mener au jour le jour, tous ensemble. En tout cas, il a récolté en 2020, grâce à ce film, 4 Oscars à Hollywood.
et entre au panthéon du cinéma au même titre que Autant en emporte le vent ou encore Titanic. Il devient le premier réalisateur sacré par 4 prix au cours de la même soirée depuis Walt Disney en 1954. Avec Parasite, donc, il sera honoré par le César du meilleur film étranger et restera dans l'histoire comme étant le premier film en langue non anglaise récompensé. Mais il faut savoir que le réalisateur sud-coréen ne s'attendait pas à un tel succès, car pour lui, son film est dérangeant dans le sens où il ne respecte pas vraiment les codes, je dirais, qu'on a l'habitude de voir dans des films, à savoir que d'un côté, on a les méchants riches et de l'autre, on a les gentils pauvres qui, eux, sont solidaires, se serrent les coudes et au final, arrivent à avoir ce qu'ils veulent. Parce que dans son film, les pauvres ne sont pas si gentils, ils se battent entre eux et il n'y a aucune solidarité. Personnellement, pour moi, c'est un vrai génie parce qu'il arrive à parler de ce phénomène de société actuelle avec vraiment finesse et subtilité. Grâce à des jeux de couleurs et à la musique, on passe vraiment d'un genre à l'autre. Alors c'est vrai que le drame est très présent dans ce film, mais il n'empiète jamais sur la comédie. Le scénario est bien ficelé, les personnages sont attachants et la mise en scène, pour moi, est plus que réussie. Alors voilà, c'est un film dans lequel on rit, on pleure et on frissonne aussi en même temps. Donc franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Alors de manière générale, on peut dire que le triomphe de Bong Joon-ho, c'est aussi celui de la Corée du Sud, qui est sorti quand même des cendres après l'occupation japonaise et la guerre de Corée. Aujourd'hui, c'est la 12e puissance économique mondiale. Elle s'affirme d'ailleurs comme un pays à l'avant-garde dans les domaines artistiques et culturels, avec le cinéma en première ligne, mais aussi les dramas, la K-pop ou encore la K-beauty. Pour en revenir à Bong Joon-ho, il faut savoir qu'il a décidé de se tourner vers le film d'animation. Et oui, un film qui devrait sortir en 2026. Alors, on ne connaît pas encore le titre, mais pour la petite histoire, on devrait suivre, en fait, on va dire, ça va se passer sous l'eau. Et donc là, on aura des humains et des créatures invertébrées des profondeurs. Alors, est-ce que le réalisateur sud-coréen a envie de faire son propre avatar? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça promet d'être génial, d'autant plus que ce film est le plus cher de l'histoire du cinéma coréen, soit 5 520 milliards de francs pacifiques. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir ce réalisateur qui, depuis près de 20 ans, réalise des films qui touchent avec des thèmes récurrents comme la famille, la société ou encore la pauvreté. Je pense d'ailleurs qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Alors le cinéma, tout comme les films documentaires, éveille en nous bien des émotions. Il nous interpelle également et permet très souvent de mieux comprendre l'histoire d'un pays. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique, l'Infodoc. Le second volet du documentaire Stambablo Freedom, qui s'intitule Namélé, de Fred Font et Marcel Melto, s'intéresse au début des rébellions et des tensions qui ont surgi à Port Vila. Deux tendances s'affrontent à cette époque. D'un côté, vous avez le Nagriamel de Jimmy Stevens, le premier à avoir demandé l'indépendance du Vanuatu et a amené la question à l'ONU en 1971. C'est un mouvement rural, décentralisé, fondé sur la coutume et basé à Santo et soutenu par la France. Et de l'autre, vous avez le Vanuatu de Walter Ligny, un pasteur anglican qui a fondé en 1971 le Parti national des Nouvelles Hébrides, le premier parti politique du pays. Alors le Vanuatu est un mouvement citadin fondé sur la religion, basé à Efate et est soutenu donc par le Royaume-Uni. En novembre 1979, des élections sont organisées et le Vanuatu les remporte et Walter Ligny prend ainsi la tête du gouvernement et l'indépendance est fixée au mois de juillet 1980. Mais des tensions continuent de persister. On regarde un extrait. From the iko yarestem commissioner district commissioner pro santo vetem head police oliko oli invete oli terova police station oli teremon masket barim karemoto linivo muerem oliko al teremo was ol santo town. I think belong him now belong creating one republic belong Marana, where 15 island belong north by only come out long Vanuatu only come one separate country. You organize one passport. We organize all money, we call Colquen. The
problem with him, Jimmy Stevens. Jimmy got all good fella think, but after he got all another fella man, will he push him nose inside. We are not a man. Some white man will he come along America. Some long old white man more half caste long Yumi long place here too. And they all encourage him long full up cranky think. Make him instead belong plan belong him where plan belong him say every something by peaceful. But then another man he come inside, encourage him, make him only get up and start him think say by Santo out long Vanuatu, create him republic long Wemarana. Government equality, only every man we support them government ibre masat lo Santo town. Miana i Mr. Strom long talem se imi no mas declare rebellion long full okata island long country le yumi no New Hebrides. Pot villa e bin apen seronem. Ikat sambala ting i start tegen place tu se emia we yumi mekem long santo mambai imi mas mekem se maktu long villa. I lakina mo se imi stab long villa. Il stop advice mo il stop tok kut long reta leader bleu yemi every people bleu yemi long efate mo long temps long pour villa c'est non in no time bleu yemi blong mambai yemi mekem sambala action we mambai putum yemi long wrong place now mambai yemi no say William Street Independence bleu no say we yemi we want them so he must stop quiet from time ya to la colonial power stop yet be time Bambai mikarem independence. Ani bela Bambai bela still continue long stop long set long rebellion yet long action blehem. Bambai the time ya imikat Kathmandu yumi namo ya. And Kathmandu yumi by taking strong action. And imi bin stand up strong long telem se imi no continue from sibosina Bambai all thing by kam no kutokata. La semaine prochaine, dans le dernier volet qui s'intitule Nasiko, on retrouve les mêmes personnes qui sont interviewées dans les précédents volets. Ces dernières donnent des conseils à la jeune génération et donnent également leur avis sur le parcours de la nation après 40 ans. Mais en attendant, sachez que ce deuxième volet est à retrouver sur Calédonia le lundi 29 juillet dès 19h55. Enfin, ce soir avec Romain, c'est une spéciale cape et masque, mais je n'en dirai pas plus, on le retrouve dans votre chronique Ciné Facto. Bonsoir Romain. Bonsoir Steph, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va, de retour à Nouméa, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Alors ce soir, vous le savez, mercredi, là, sort le seul et unique film Marvel Studios de l'année 2024, Deadpool et Wolverine. Hein. Oui, je sais, ça peut paraître surprenant, un seul film de super-héros Marvel cette année, Marvel Studios du coup, alors qu'on était habitué depuis ces 15 dernières années à en voir pléthore, même jusqu'à écœurement, parce que c'était vraiment présent dans le paysage cinématographique. Donc ouais, il sort là ce mercredi et du coup... Donc du coup, vu que c'est le seul film Marvel de l'année, donc j'imagine que tu vas nous parler de super-héros au cinéma. Oui, tu as bien vu, hein, exactement. Ça m'a donné envie de faire un petit historique non exhaustif de ce sous-genre de film, le film de super-héros. Et pour commencer, on va devoir citer la toute première fois qu'un super-héros a été adapté à la télé. Là, c'est notamment à la télé parce que c'est une série, Le Capitaine Marvel, en 1941. Et ensuite, il y a eu le premier film, donc un nanar absolu, c'était le Batman de 1966. Ah oui, quand même. Alors celui-là est très très rigolo, hein, franchement, je conseille à tout le monde de le regarder. Et voilà, hein, c'était des classiques, on va dire, à l'époque, mais bon, c'était quand même bof, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on est bien loin quand même des films de Christopher Nolan. D'ailleurs, j'ai adoré Christian Bale dans Batman. Oui, voilà, on est loin des Batman, des Dark Knight de Christopher Nolan, et puis c'est pas encore le même succès au box-office. Là où vraiment ça va commencer à prendre une ampleur, notamment dans le box-office, c'est à partir de 1978, avec notamment le Superman de Richard Donner et ses suites, voilà, qu'on connaît, et qui ont aussi ouvert la voie à un autre héros de la firme DC Comics, Batman, les Batman de Tim Burton, de notre enfance, en 89 et 92, ça a été des gros succès commerciaux, mais ça a aussi contribué à populariser le genre au cinéma. Mais ce sera vraiment là où on va avoir un impact, ce sera vraiment au début des années 2000, même après toute cette période, dans les années 2000, où le film de super-héros va gagner en popularité. Et ce phénomène va véritablement prendre de l'ampleur avec le Spider-Man de Sam Raimi en 2002.
Et là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, j'ai envie de dire, parce que vraiment, ça va donner l'idée à Marvel d'ouvrir leur Cinematic Universe, le Marvel Cinematic Universe, comme on l'appelle, avec en 2008 l'arrivée d'Iron Man sur nos écrans, qui va ouvrir le grand projet des Avengers, qui est la communion de tous les héros, un projet qui n'avait jamais été fait jusque-là, et qui va se terminer en apothéose avec un succès retentissant, hein, deuxième au box-office mondial, c'est Avengers Endgame, voilà, en 2019, qui a rassemblé énormément de gens au cinéma. C'était la période dorée pour les super-héros. Mais c'était surtout à ce moment-là, voilà, on pouvait se dire que ça soulevait des questions sur la diversité des films au cinéma. Et les grands studios, on sentait qu'ils concentraient plus leurs ressources sur ces franchises-là, ces franchises à succès. Donc, voilà, ils capitalisaient évidemment sur les revenus, sur l'argent. Et ça prenait beaucoup plus de place et ça laissait, du coup, moins de place à d'autres films plus indépendants et plus originaux. On pouvait même dire que ça... Même encore aujourd'hui, on peut même dire que ça appauvrit la diversité du cinéma et ça conduit à une certaine uniformisation des récits, quoi. Mais c'est vrai que je trouve qu'à force, on sature quand même des super-héros. Oui. Il y en a tellement. Ouais, c'est clair. Moi, personnellement aussi, j'avoue, alors que je suis un fan à la base, quoi. Mais on constate récemment, hein, que ce succès-là, ces films-là sont devenus victimes de leur propre succès, hein. La recette qui a longtemps fonctionné, elle commence à devenir indigeste, hein, auprès du public, comme le prouvent les derniers échecs en date, hein. Je peux penser à Ant-Man ou les Madame Web ou les choses comme ça, même les films d'ici, Aquaman 2 et tout, c'est terrible, ne parlons même pas. Mais voilà, ça prouve bien que ces dernières années, il y a un ras-le-bol un peu des films de super-héros. Et du coup, ça a poussé les studios à ralentir un peu la cadence pour se réinventer et faire revenir le public en salle, d'où notamment le seul et unique film cette année de Marvel Studios avec Deadpool, hein, qui revient. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte, lui, qui se nomme lui-même avec beaucoup d'autodérision le Marvel Jesus, hein, le sauveur du Cinematic Universe, le sauveur de Marvel. Donc voilà, ce sera ce mercredi. On va voir s'il va vraiment sauver les films de super-héros. En tout cas, on l'espère, hein. Voilà, parce que ça revitalisera un peu le genre, hein, de super-héros qu'on aime beaucoup quand même. Et on espère que la recette va prendre une nouvelle tournure. Sans quoi, on pourrait voir peut-être là la première défaite, hein, des super-héros au cinéma. Et ce serait triste. Ce serait dommage. Ouais, dommage, ouais. Bon, enfin, j'espère que Hollywood, en tout cas, va se renouveler pour pouvoir sauver l'univers des super-héros. Oui, voilà. Et encore, hein, j'ai parlé juste de la partie émergée de l'iceberg. J'ai pas parlé de tous les films X-Men, Sony, etc. Parce que bon, il y en a eu beaucoup. Je me suis concentré sur Marvel Studios. Merci à toi, Romain. Merci, Steph. Merci à tout le monde. Et puis, je te dis à la prochaine fois. À la prochaine fois, avec plaisir. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.